Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Miguel Andrade n'était pas un héros et ne se considérait pas comme tel. À 42 ans, ce qu'il portait sur ses épaules était bien plus que les tonnes qu'il poussait sur les routes du nord du Mexique. Il portait en lui le chagrin, les dettes et une peur silencieuse que seul un père connaît, celle de perdre un enfant. Sa femme, Clara, était décédée 5 ans plus tôt d'un cancer agressif qui les avait laissés émotionnellement dévastés et financièrement ruinés. Depuis lors, tout tourne autour du maintien du petit Nico, 7 ans, en vie et avec un toit au-dessus de sa tête. La dernière hospitalisation, causée par une infection grave, avait consommé le reste de ce qu'ils avaient, et ce qu'ils n'avaient pas aussi. L'opération a été un succès, mais la facture a laissé Miguel étouffé. C'est dans ce trou que Greñas réapparut. Greñas était l'un de ces fantômes du passé qui savaient quand apparaître. Un ancien compagnon de route, disparu depuis des années, mais qui laissait toujours des traces d'affaires louches partout où il allait. Cet après-midi humide à San Luis Potosí, il est apparu avec un faible sourire et une proposition simple, une petite boîte, sans risque, en espèces à la livraison. Miguel hésita. J'avais déjà entendu ce genre de discours et je savais qu'une charge trop légère était un signe de problème. Mais le regard fiévreux de Nico vers la maison et la facture d'hôpital qui frappait à la porte étaient vite plus forts que l'instinct. Contre son meilleur jugement, Miguel a dit oui, sans savoir qu'il venait d'appuyer sur la gâchette de la plus grande tragédie de sa vie. Le camion a été chargé au crépuscule, dans un entrepôt loin de la ville. Personne n'a posé de questions, personne n'a donné d'explications. Miguel regarda la boîte être placée là par 2 hommes, silencieux, portant des gants et gardant le visage baissé. L'odeur était étrange, quelque chose entre celle du solvant et celle de la viande avariée. La boîte ne semblait pas aussi légère qu'il le disait. Il essaya d'ignorer ce sentiment, se disant qu'il était simplement fatigué, que tout irait bien. Il alluma la radio PX, une ancienne compagnie routière, mais ne trouva que le silence. Aucun signe de ses compagnons de route, aucune voix familière. Un mauvais présage s'installa là, au milieu, du rugissement du moteur et de la solitude grandissante. Au petit matin, en parcourant des kilomètres vides entre les montagnes et les lampadaires clignotant au loin, Miguel sentait la sueur froide collée à sa chemise dans le dos. J'ai pensé à Nico dormant seul à la maison, sous les soins d'un voisin âgé. J'ai pensé à Clara, à la façon dont elle n'aurait jamais accepté ce travail. Mais j'ai aussi pensé aux médecins qui disaient que l'infection pouvait revenir, que les tests étaient chers et que le temps était compté. Lorsqu'il a vu le dernier panneau avant d'arriver à Nuevo Laredo, le soulagement était presque physique. Il en restait peu. Mais ce qui est arrivé, au lieu de la liberté, c'est la lumière bleue clignotante de la police fédérale. 3 véhicules, armes levées, ordres criés. Miguel obéit sans comprendre. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le camion a été fouillé comme s'il cachait un corps. Les fédéraux semblaient déjà savoir ce qu'ils cherchaient. Lorsqu'ils ont ouvert la boîte, Miguel a instinctivement reculé. L'odeur qui s'échappait était désormais plus forte, et le contenu ne laissait aucune place au doute. Des paquets enveloppés dans du plastique noir, disposés comme s'il s'agissait de blocs de béton. Drogue pure. Beaucoup. Miguel s'est figé. Il a essayé d'expliquer qu'il ne savait rien, qu'il avait juste pris la charge, qu'il avait confiance en l'homme qui la lui avait proposé. Mais les mots sortaient faiblement, noyés par la panique. L'un des agents l'a menotté sans ménagement. Un autre a dit, avec indifférence, que l'excuse était ancienne. Miguel, chauffeur de camion depuis 20 ans, n'était plus qu'un numéro parmi d'autres dans le rapport de saisie. Au commissariat, la réalité frappe comme un coup de poing. Accusations formelles, crime fédéral, trafic international. Il ne suffisait pas de dire qu'il était innocent. Ils voulèrent des preuves. Le téléphone sonnait sans arrêt, mais Miguel n'avait pas le courage de répondre. Comment expliquer à votre fils que vous ne rentrerez pas à la maison? Comment gérer ses compagnons de voyage qu'il appelait désormais Mulero?
L'interrogatoire a duré des heures. La police voulait connaître les noms, les contacts, les itinéraires. Il ne savait pas. Et ce qu'il savait, le nom de Greñas, il avait peur de le dire. Dans cette cellule froide, au milieu de l'écho des cris et de l'odeur de l'urine, Miguel a compris que ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu, c'était sa vie, et celui du fils aussi. Miguel a passé la première nuit éveillé, assis sur le lit en métal, sentant tout son corps trembler. Chaque craquement dans le couloir faisait battre son cœur, imaginant des pas de garde ou quelque chose de pire. À 3 heures du matin, ils l'ont laissé appeler un parent et il a essayé de se rendre chez son frère à Monterrey. La personne qui a répondu était Chucho, le neveu qui avait abandonné l'université pour travailler dans une station-service. Miguel a dit peu de choses, juste assez pour dire où il était et demander de l'aide, avant que la ligne ne soit coupée. Chucho, effrayé, promit de voir ce qu'il pouvait faire et raccrocha d'une voix étranglée. Alors que le soleil n'avait pas encore brûlé le béton, un garde a apporté un téléphone portable à Miguel pour qu'il puisse regarder une vidéo. C'était encore Chucho, haletant, montrant les images de la caméra de l'entrepôt. Miguel ne transportant que des documents, pas la boîte. Le dossier comportait une date, une heure et une géolocalisation claire, prouvant que quelqu'un avait placé la drogue après son départ. Le défenseur public, jusque-là sceptique, a vu la vidéo et a haussé les sourcils, réalisant la faille. Avec ces preuves, l'accusation perdait de sa force, mais elle ne disparaissait pas. Il restait encore à identifier le véritable propriétaire de la cargaison. Miguel sentit la barrière devenir moins lourde, mais sa peur grandit, car exposer Greñas signifiait s'en prendre à de grandes personnes. Toujours dans la salle de témoignage, un agent fédéral plus expérimenté a tiré une chaise et a parlé doucement. Il a déclaré qu'il pourrait le libérer à condition qu'il coopère, agissant comme appât pour attraper le gang. Miguel pensait à son fils allongé avec de la fièvre, à l'argent dont il avait besoin pour les médicaments, et il secoua la tête en silence. Il savait qu'accepter signifiait revenir sur le chemin qui lui donnait maintenant des cauchemars. Mais c'était la seule issue. L'accord a été scellé sur une simple feuille de papier. Micro caché, itinéraire surveillé, soutien secret. En signant, Miguel sentait le poids des menottes invisibles du cartel et de la police en même temps. Au fond de lui, une certitude le rongeait. S'il échouait, il n'y aurait pas de seconde chance, ni pour lui, ni pour Nico. Le jour convenu, Miguel a pris un autre camion, avec de fausses plaques et de nouveaux documents fournis par la police. Tout cela ressemblait à une simulation, mais la peur était réelle. Greñas réapparut comme si de rien n'était, avec le même sourire sale et une nouvelle adresse pour le récupérer. Cette fois, c'est encore plus calme, dit-il, ignorant que chaque mot était enregistré. Miguel fit semblant d'être d'accord, avalant sa bile tandis qu'il regardait autour du hangar. L'atmosphère était celle d'un endroit où se cachent des secrets, étouffante, sombre et pleine de hâte. Il vit la boîte être placée, cette fois encore plus grande, et s'accrocha fermement au volant pour ne pas montrer sa panique. Il avait une arme cachée dans le tableau de bord, juste au cas où, mais il priait pour ne pas avoir besoin de l'utiliser. Alors qu'il fermait la porte du camion et se préparait à partir, il vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Sur le siège passager, quelqu'un avait laissé une vieille photo pliée. C'était lui, Clara et le petit Nico, encore bébé, dans un parc. Cette image ne devrait pas être là. C'était un message clair, comme de l'eau de roche. Il savait exactement qui il était. Miguel prit la photo avec des mains tremblantes et la mit dans sa poche, comme si cacher le papier pouvait effacer la rayure. Je savais que j'étais encerclé. La mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de laver son nom, mais de protéger le seul morceau de vie qui avait encore du sens. Il a mis la voiture en marche, les yeux fixés sur l'horizon, mais son cœur battait plus vite à chaque kilomètre. La route semblait encore plus déserte que la dernière fois. Le silence radio était un rappel constant que Miguel était seul, non pas par choix, mais par obligation. Le poids de la boîte semblait augmenter à chaque kilomètre, même si nous savions qu'à l'intérieur se trouvait quelque chose de bien plus gros qu'une simple marchandise.
Il regarda dans le rétroviseur, essayant de trouver un signe du convoi de police qui le suivait au loin, mais tout ce qu'il vit était le vide de la nuit et la faible lumière du tableau de bord illuminant son visage fatigué. La peur ne le paralysait pas, mais elle faisait que chaque seconde s'allongeait comme si le temps jouait contre lui. Au milieu du voyage, Miguel s'est écarté de l'itinéraire convenu. C'était une décision risquée, mais nécessaire. Il devait avertir les fédéraux que la situation avait changé et qu'il ne s'agissait pas seulement de drogue, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Il a appelé à voix basse, presque en chuchotant, expliquant le nouvel itinéraire et la menace personnelle qu'il ressentait. De l'autre côté, ils ont écouté attentivement et ont activé des renforts au point de livraison. Chaque décision prise à ce moment-là pouvait faire la différence entre la vie et la mort, non seulement pour Miguel, mais aussi pour le fils qu'il aimait plus que tout. Le silence de la nuit semblait peser plus que la charge du camion. Lorsqu'ils sont arrivés au point de débarquement, la tension était palpable. Miguel savait qu'il ne pouvait pas hésiter, même pas une seconde. Pendant que les fédéraux fouillaient la cargaison, il restait dans la cabine, les mains fermement sur le volant, le regard fixé sur la route devant lui. C'est alors qu'un des agents a trouvé quelque chose d'inattendu. En plus de la drogue et des armes, une liste avec des noms, des menaces et des montants à extorquer. Le cœur de Miguel se serra lorsqu'il vit le nom de son fils sur le papier. Un coup direct porté à ce qui lui restait de paix. La vérité est tombée. Il ne s'agissait pas seulement d'un trafic, mais d'un réseau puissant qui utilisait la peur pour contrôler des vies, et la leur faisait déjà partie de ce cercle. Avec l'arrestation de Greñas, tout semblait sur le point de changer, mais Miguel savait que le danger ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. L'homme qui était autrefois un ami a demandé silencieusement pardon, affirmant qu'il avait aussi une famille. Miguel, à l'intérieur, ressentait un mélange de colère, de tristesse et d'épuisement. 3 mois loin des routes, loin du volant qui l'avait accompagné pendant 20 ans. Travaillant désormais pour une petite entreprise transportant de la nourriture entre les ranchs, il essayait de récupérer quelque chose que la prison ne pouvait pas lui enlever, sa dignité. Chaque kilomètre parcouru était une promesse silencieuse faite à son fils et à lui-même. Les jours suivants apportèrent une paix inattendue, même si le passé persistait à hanter son esprit. Miguel a passé ses matinées à revoir des itinéraires simples, sans se précipiter, avec la radio PX de retour à la vie, maintenant remplie de voix amicales et non menaçantes. En fin d'après-midi, je me suis arrêté pour discuter avec d'autres pilotes, partager des histoires et des peurs, mais aussi des petites victoires. Ils s'autorisaient à ressentir la légèreté d'une routine qui ne l'écrasait pas. Le souvenir de la prison brûlait encore, mais ils commençaient à perdre le poids écrasant de la peur constante. C'était une renaissance silencieuse, née de la souffrance mais transformée en espoir. Ce qui a changé cependant, c'est le regard que Miguel portait avec lui. Plus attentif, plus prudent. Il a appris que la route, bien qu'elle soit sa maison, peut aussi être le théâtre des plus grands risques. La leçon la plus dure est venue du cœur, où l'amour pour l'enfant se mêlait à la douleur de la perte. La photo qui était autrefois un avertissement est devenue un symbole. Chaque fois qu'il traversait une période difficile, il sortait cette image de sa poche et sentait une nouvelle force grandir. La route ne serait plus seulement un moyen de gagner de l'argent, mais un lieu où il se battrait pour préserver ce qui lui restait de vie, sa famille, sa dignité, son espoir. Au fil du temps, Miguel a commencé à accepter que son voyage ne serait plus le même qu'avant. Les cicatrices invisibles de l'emprisonnement et de la trahison sont restées, mais elles ont également contribué à renforcer sa détermination. Il a refusé toute offre qu'il ne pouvait pas vérifier personnellement, a appris à se méfier des promesses faciles et à écouter son instinct, une compétence que la vie sur la route lui a parfois enseignée de manière cruelle. Chaque fardeau qu'il acceptait s'accompagnait désormais d'un poids supplémentaire, l'engagement de ne plus jamais céder au désespoir. C'était une guerre interne, mais aussi une victoire quotidienne. Ce que peu de gens savaient, c'est que Miguel, malgré toute la peur et la douleur, n'a jamais perdu foi en l'avenir.
Il avait un fils à charge, une vie à reconstruire et une réputation à redorer, non seulement devant la loi, mais surtout pour lui-même. La marche était longue et ardue, mais chaque matin, il se réveillait avec la même force que d'habitude, celle que seul un père désespéré peut avoir. Chaque kilomètre parcouru représentait une chance, une opportunité de réécrire son histoire loin des ombres du passé. Dans le petit bureau de l'entreprise où il travaillait, désormais, Miguel commençait à être vu sous un jour différent. Les collègues qui avaient jusque-là évité tout contact ont maintenant tenu à le saluer, reconnaissant le courage silencieux de cet homme qui affrontait non seulement la route, mais aussi un système qui semblait écraser les petits. Il n'a jamais parlé ouvertement de ce qu'il a vécu, mais ses actes en disent long. À chaque livraison terminée, il retrouvait une partie de sa confiance perdue et, avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Plus juste, il y avait quelque chose de réparateur dans cette routine simple, comme si chaque étape était une lente guérison. Malgré la paix apparente, l'ombre de Greñas planait encore à l'horizon. Miguel savait que, bien qu'emprisonné, cet homme avait des alliés et que le réseau qui avait failli le détruire était loin d'être complètement démantelé. C'était un rappel constant que le combat ne s'arrêtait pas là, mais qu'il était désormais mieux préparé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. L'expérience l'avait endurci, mais elle lui avait également ouvert les yeux sur l'importance de protéger ce qui avait vraiment de la valeur. Et rien n'avait plus de valeur pour lui que le fils qui l'attendait à la maison. Miguel ne s'est plus jamais laissé prendre par des raccourcis. La méfiance devint son allié, et l'expérience amère le fit redoubler d'attention envers ceux en qui il avait confiance. Pour chaque expédition, il s'assurait de connaître les détails, les personnes impliquées et les risques, même lorsque le paiement promis semblait moindre. Ce changement a coûté de l'argent, certes, mais il lui a apporté quelque chose qu'il pensait impossible à acheter: la tranquillité d'esprit. Chaque livraison effectuée sans surprise était une victoire silencieuse contre la peur qui le hantait depuis des mois. La nuit, après avoir terminé ses itinéraires, Miguel s'asseyait dans la petite pièce qu'il avait aménagée à Zacatecas, avec une photo de son fils toujours à portée de main. Il la serra fort dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et de regret. Fierté d'avoir lutté jusqu'au bout, même quand tout semblait perdu, et regret de s'être laissé entraîner dans ce monde qui a failli détruire sa famille. C'était un rappel constant du prix qu'il avait payé et de la valeur qu'il accordait à la liberté, le véritable fardeau qu'il portait désormais avec plus de précaution. Au fil des mois, Miguel s'est rendu compte que son histoire commençait à trouver un écho auprès des autres chauffeurs de camions de la région. Lors de rencontres rapides dans les stations-service, des histoires similaires ont été entendues à propos de cargaisons suspectes, de menaces voilées et de pièges auxquels peu de gens parvenaient à échapper. Il a commencé à parler, discrètement, de son expérience, avertissant ses collègues des dangers qu'ils pourraient rencontrer sur la route. Il n'était le héros de personne, mais sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait survécu pour dire la vérité. Et cela suffisait à beaucoup. La relation avec Chucho, son neveu, s'est renforcée. Le jeune homme qui semblait auparavant perdu, travaillant sans but, était désormais un élément fondamental de la vie de Miguel. Il a aidé en fournissant des informations, a établi les liens nécessaires et était toujours attentif à tout signe de danger. Miguel sentait qu'il n'était plus seul dans ce combat. C'était un réseau improvisé, fait de liens familiaux et d'une confiance durement établie, mais il représentait l'espoir d'un avenir moins sombre pour tous. Miguel a commencé à voir chaque voyage comme une mission personnelle, non seulement pour soutenir son fils, mais pour montrer qu'il était possible de gagner même lorsque tout semblait perdu. Le volant, autrefois symbole de liberté, rappelle désormais l'engagement qu'il représente. Il évitait les routes dangereuses et refusait toute cargaison suspecte, même lorsque l'argent était serré. La sécurité de l'enfant était au-dessus de toute offre. Dans la solitude de la cabane, il regardait souvent la photo du garçon et prenait une profonde inspiration, cherchant la force d'avancer sans regarder en arrière. Le jour où il est finalement rentré chez lui, après des mois d'incertitude,
est resté à jamais gravé dans sa mémoire. Le petit Nico, avec la fièvre qui l'avait presque fait abandonner, jouait maintenant dans la cour, plus fort et souriant. Miguel ressentit un soulagement qui semblait ne pas tenir dans sa poitrine, comme s'il avait gagné une bataille qui n'était pas seulement la sienne, mais celle de toute la famille. Il savait que la route comportait encore des risques, mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. La force de l'amour et de l'espoir le poussait à continuer, à chaque kilomètre, à chaque nouvelle aube. Miguel n'est jamais redevenu le même homme qui était entré dans cette prison. L'expérience l'a changé, a laissé des traces que personne n'a vues, mais lui a aussi donné une clarté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il a appris que la véritable force ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans le fait de continuer à se battre quand tout semble s'effondrer. La route, autrefois refuge, est devenue un symbole de résistance et de renouveau. Chaque livraison, chaque kilomètre parcouru était une victoire silencieuse contre la peur et l'injustice qui lui avaient presque tout volé. Aujourd'hui, Miguel regarde vers l'avenir avec un calme durement gagné. La photo de son fils est toujours dans sa poche, à côté de son cœur. Il sait qu'il aurait pu tout perdre, et peut-être perdre une partie de lui-même. Mais il a aussi sauvé ce qui comptait le plus. C'est une leçon qui restera gravée dans nos mémoires. La vie peut essayer d'écraser les plus forts, mais c'est le courage d'avancer qui définit qui nous sommes vraiment. Miguel n'est plus seulement un chauffeur de camion. C'est un homme qui a affronté les ténèbres et a choisi la lumière pour sa famille et pour la dignité qu'il n'a jamais cessé de porter.